Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous débattons ce matin avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'ai tout de suite sur les chapeaux de roue, vous avez vu, prête à débattre. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Lamia El Harraj, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour à vous et bienvenue à tous pour débattre, commenter l'actualité qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va évidemment parler d'énergie. Est-ce que vous êtes prêts, comme le demande Emmanuel Macron, à faire des économies d'énergie? Êtes-vous prêts serez-vous au rendez-vous de la sobriété? Je trouve que l'expression est assez. Il faut arrêter de boire. Voilà, est assez choquante. Tiens, je vais dire choquante, moi. Mais on va en reparler avec vous, Michel Taube. On va parler de beaucoup de choses avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va revenir évidemment sur la polémique autour du PSG. Bref, beaucoup de sujets. Commençons avec vous, Michel, puisque c'est justement l'actualité. Cet appel du président de la République à être au rendez-vous de la sobriété. Enfin là, c'est plus précisément, moi je voulais me concentrer sur la querelle qu'il y a entre le PDG d'EDF et Emmanuel Macron. C'est en fait le PDG d'EDF, il y a une semaine, nous disait que c'était grosso modo pas de sa faute si la moitié des centrales nucléaires étaient à l'arrêt. Et Emmanuel Macron hier, qui dans sa conférence de presse dit c'est scandaleux que le PDG d'EDF ait mis la responsabilité de cet arrêt des centrales nucléaires sur le politique. Mais c'est quoi ces querelles entre petits enfants d'école? Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est surtout extrêmement grave. Très grave. C'est extrêmement grave. On parle de centrales nucléaires. On parle de quelque chose qui touche à la sécurité de tous les Français. Et on a déjà déshabillé, et pour ne pas dire détruit, une pépite qui s'appelait Areva, qui était franchement un des fleurons de l'industrie française dans le monde. On était les deuxièmes au monde après les Américains en termes d'excellence dans l'ingénierie nucléaire. Et on a complètement détruit ce petit bébé. Et d'ailleurs, je note au passage, parce que tout le monde l'encense toujours, mais moi je me suis toujours demandé, Édouard Philippe, qui a été Premier ministre de la République, il a fait plusieurs années chez Areva, et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il y a fait, et tous ceux qui ont participé à, encore une fois, détruire, moi je le dis clairement, on a détruit Areva. Avec EDF, 10 ans après, 15 ans après, c'est exactement la même chose. EDF rencontre de gigantesques difficultés. Et de voir le président de la République et le PDG d'EDF se renvoyer la faute en public devant tous les Français, et qui a je trouve ça inadmissible. Le président d'EDF a été viré après sa prise de parole à l'AREF, qui est l'université d'été du MEDEF, où il a eu un discours d'ailleurs vraiment objectif, essayant de dire les choses. Il était viré le lendemain, je trouve ça assez intéressant. Et puis, c'est très très grave d'ailleurs que le président de la République se départisse de la responsabilité du nucléaire. Parce que s'il y a bien une mission régalienne quand même dans un pays, pour le président de la République, c'est de savoir ce qu'on fait de nucléaire. Et là, il s'en départit. Il veut pas que ce soit de sa faute. Moi, je prends pas position sur le fond. Je sais pas qui est responsable de la corrosion. Mais c'est le principe de s'engueuler en public. C'est pas le fond, c'est la responsabilité. C'est jamais de la responsabilité, c'est jamais de la faute. En France, c'est jamais de la faute. Si je peux me permettre, je partage pas complètement, parce que moi, j'ai écouté son intervention aux universités d'été du MEDEF. En l'occurrence, c'était une intervention plutôt pragmatique et très pragmatique, où il visait pas à rejeter la responsabilité sur qui que ce soit. Simplement, il expliquait de façon factuelle à quoi était due la situation actuelle au niveau des centrales nucléaires. En l'occurrence, un cap a été fixé avec des réductions de budget liées au fait que le cap qui était donné par le gouvernement, qui est en responsabilité, c'est la réduction de la part nucléaire. Aujourd'hui, on change d'avis, on décide de la réaugmenter, très bien, mais on peut pas demander tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à effectif constant, tels qu'ils ont été réduits, en fait, c'est pas possible. Je vais juste faire un petit parallèle avec ce qui s'est passé. Surtout Emmanuel Macron, avec qui hier je partage a attaqué le PDG. Ce qui s'est passé, par exemple, au niveau de l'ONF, où aujourd'hui, on se rend compte, avec ce qui s'est
s'est passé cet été où, globalement, on a une très grande part des forêts françaises qui ont brûlé du fait de la canicule, du fait des intempéries, ok, dont acte. Sauf qu'à un moment, ce qui est aussi pointé du doigt, c'est le fait que les forêts ne sont plus entretenues. Pourquoi ? Parce qu'on a réduit les dotations de ce service public qui est l'ONF, et aujourd'hui on se dit, ah, mais en fait ça fonctionne pas. Pareil sur Météo France et sur les intempéries qui se sont produites en Corse. Donc à un moment, je crois que le gouvernement doit arrêter de se défausser de son désengagement vis-à-vis des services publics. Oui. C'est ça. Aussi, ça, mais c'est même pas les services publics, c'est le nucléaire. C'est vraiment le nerf de la guerre, si je peux dire. Et le nerf de l'énergie. C'est un sujet régalien. Non, mais les forêts, c'est moins sensible en termes de risque, évidemment, mais en termes d'économie, de patrimoine. Voilà. Mais Lara, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus sur les forêts. Très précisément, on a réduit de 40% le personnel de l'Office national des forêts. Un tiers du territoire français, un tiers, ce sont des forêts. Un tiers. Et l'État s'est complètement désengagé. Et après, vous avez Emmanuel Macron qui débarque en plein milieu des incendies à un moment où, selon moi, parce que là c'était Elisabeth Borne, il fallait plutôt laisser travailler les pompiers et arriver après, ou avant, ça c'est sûr que c'était pas possible. Et après, ils disent, voilà, mobilisation générale quand on s'est désengagé de cela. Sur cette polémique et sur cette intervention précise. Alors, de façon générale, on démantèle des services publics, on démantèle des fleurons industriels et on se rend compte en cas de crise que malheureusement on peut pas faire sans, ou qu'on aurait dû faire autrement qu'avec des rustines et faire des économies de bout de chandelle sur le nucléaire, pardon. Mais ça fait une dizaine d'années qu'il y a une petite musique qui monte dans la classe politique sur le thème il faut démanteler la filière nucléaire parce que c'est un risque pour l'humanité. Il se trouve qu'on n'a pas les moyens de faire autrement pour le moment. Donc depuis 2012, depuis l'accord entre François Hollande, le Parti socialiste et les écologistes aux élections législatives, il y a cette petite musique-là qui a été reprise par Emmanuel Macron. Votée à l'Assemblée nationale. Ils ont tous voté contre le nucléaire. Le problème, c'est que 10 ans à faire marche arrière sur le nucléaire, on perd du savoir-faire, on perd de la technicité. C'est un savoir-faire hautement de souveraineté et puis surtout un savoir-faire français que lorsque l'on perd, on ne le récupère pas. Et on se rend compte aujourd'hui, en cas de crise, c'est exactement ce qui se passe, que finalement, on est allé un peu trop vite en besogne. Mais le président de la République est pas exempt de tout reproche. Il a, pendant tout son premier quinquennat, il a contribué, il a participé à ce discours-là, et il a même lui-même fermé. Il s'est même gargarisé Non mais d'accord, mais je veux dire, un moment, la filière nucléaire, c'est une filière de souveraineté française, c'est une filière de souveraineté politique, une filière de souveraineté énergétique, et c'est du pouvoir d'achat et de l'énergie propre. Donc à un moment, on ne peut pas démanteler ça et rayer ça malheureusement, c'est déjà en partie fait, parce que ce que dit le PDG d'EDF la semaine dernière au MEDEF, à la REF, c'est exactement ça. Il dit pourquoi... Enfin, il le dit quasiment explicitement. Pourquoi y a-t-il corrosion de tellement de centrales nucléaires ? C'est parce que nous n'avons plus les ressources, le personnel pour pouvoir gérer ces problèmes de corrosion. Et donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a eu en fait 3 générations d'ingénieurs français dans le nucléaire. La première, c'était excellentissime, c'est De Gaulle qui l'avait impulsé, etc. Il y a une deuxième génération qui était aussi excellente, et la troisième dans laquelle on est, elle est malheureusement nettement moins compétente. La réalité, c'est que l'État se détournait de cette priorité, et comme vous le disiez fort justement, on peut pas rattraper. C'est très difficile. Je voudrais qu'on revienne quand même sur l'adresse du président de la République hier, qui appelle les Français donc à se restreindre, à changer leur comportement. L'objectif, c'est 10% d'économie. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre, il n'y aura pas de rationnement et pas de coupure. Est-ce que c'est un discours que les Français peuvent entendre? Je vois nos auditeurs qui réagissent et qui nous disent enquête du journal Le Progrès, la facture de chauffage de l'Élysée, 345 000 euros. On peut pas non plus, c'est insupportable. Non, mais la question est oui, on peut le dire. La question est, on peut le dire, est-ce qu'on le dit comme ça? Alors maintenant, qu'ils ne le disent pas bien, c'est le problème. Maintenant, comment est-ce qu'on dit ça bien? La sobriété, le mot est un peu donneur de leçons. En plus, les gens vont immédiatement dire... en descendant de son jet ski, c'est quand même un peu embêtant de demander à tous les Français de faire des efforts. Michel, franchement, c'est un peu facile. Oui, mais enfin, de demander de débrancher les appareils en veille, c'est... Oui, voilà, mais le général de Gaulle, il n'aurait jamais fait du jet ski pour demander ensuite aux Français. Il n'aurait pas fait du jet ski, de Gaulle, on est d'accord. Maintenant, on va laisser tomber de Gaulle, parce que ça fait quand même un bout de temps. La période n'est pas tout à fait la même. Là, on est en 2022. Je suis un peu fatiguée sur De Gaulle. Donc, je crois que
Emmanuel Macron, on le sait très bien, n'a pas un style populaire, a pas le mot, il est assez éloigné sur le ton empathique qu'il faudrait. D'un autre côté... C'est l'euphémisme de l'année, oui, ça je crois. Oui, je sais, d'être sobre aussi, mais il faut bien demander un peu aux Français de faire des efforts. S'il demande de faire des efforts, c'est pas pour lui, c'est pas pour la France, c'est pour les Français eux-mêmes. Ouais. On sait très bien que s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'électricité. Ouais. Donc est-ce qu'on fait l'effort? Moi, je me fous complètement de la façon dont on me le demande. Oui, je vais essayer de faire un effort. Je commence déjà à éteindre. Je me surprends en disant, tiens, là, clac, des trucs idiots qui n'auront d'ailleurs peut-être pas un effet inouï, mais il faut quand même essayer de penser à soi et arrêter de voir aussi immédiatement la façon dont on le demande, quand on le demande, et puis il faisait du jet ski, et puis, enfin, c'est insupportable. On va y revenir dans un instant. Oui. Petite pause. Non, pas au jet ski. Peut-être au foot, au char à voile. Oui. Dans un instant, à tout de suite. Et nous débattons ce matin avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Lamia El Harraj, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste, et Pierre Lissia, conseiller régional d'Île-de-France. Pierre, vous avez été choqué ou pas, vous, par cette phrase d'Emmanuel Macron qui appelle à... Baisser la température. Ouais. Ce qui est choquant, c'est, si vous voulez, le côté un peu infantilisant de la déclaration. Ouais. Je pense que les Français ont tous compris les enjeux aujourd'hui liés à l'énergie, en tout cas une bonne partie, je l'espère, et que chacun est en mesure de savoir ce qui est responsable ou non. Moi, ce qui me gêne un peu sur l'injonction de baisser la température chez soi, c'est que finalement, les Français sont pas égaux face à l'énergie. Il y en a qui ont déjà pas de chauffage. Il y en a pour lesquels, c'est très compliqué, et puis il y en a d'autres qui ont des logements dans lesquels, à 19, pourvu que vous ayez une mauvaise isolation, que vous ayez un peu d'humidité, 19 degrés c'est froid. Il y en a d'autres qui ont les moyens d'être très bien isolés et pour qui 19, 18 c'est tout à fait confortable. Il y en a d'autres qui sont exposés plein sud et pour qui finalement ils pourront se résoudre à baisser un peu le chauffage. D'autres pour qui ce sera compliqué. Je veux dire, tout le monde n'est pas égal face... mais enfin on ne peut pas non plus continuer à avoir ce type de discours. D'abord, alors moi je vais vous dire autre chose. Alors, les bonnes femmes qui sont l'été, l'hiver plutôt, en petit chemisier, avec un chômage à 27 degrés dans les bureaux, c'est insupportable. La plus intéressant, un chômage. Un chômage, vous avez dit un chômage à 27 degrés. Ah, c'est intéressant. Ouais. Les clims où il fait 35 degrés dehors et on est en train d'attraper la crève à cause de la clim. Donc déjà, il y a ça. Les entreprises vont être les entreprises vont être les premières à prendre les décisions parce que c'est un coût pour l'entreprise et quand vous êtes entrepreneur, vous avez envie de réduire vos coûts fixes. Pour les particuliers, c'est différent. Je dis juste simplement que 19 degrés, c'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas vivable pour tout le monde. En fonction de... On adapte, évidemment. On adapte, ils sont intelligents, les gens. C'est pas le fond. Je pense que le fond du débat, c'est sur le discours d'Emmanuel Macron et le côté infantilisant de la chose. Je vois les auditeurs sur Facebook qui me disent on fera des efforts, pas le choix, nous dit Karine, ne serait-ce que pour pouvoir payer la facture d'électricité. C'est-à-dire que ce discours-là, Bon, alors il dit rien. Qu'est-ce qu'il dit ? On retrouve le même ton. Qu'est-ce qu'il dit ? On retrouve le même ton infantilisant qui a eu le pouvoir lorsqu'il y a eu la crise Covid, où tout était imposé, où vous avez des protocoles qui faisaient 60 pages, alors qu'en fait, il aurait suffi de donner des messages simples de mobilisation et d'encouragement à faire attention. Donc voilà, ce qui va faire que nos concitoyens qu'on va tous être plus sobres, c'est pas les ordres de l'Élysée, c'est pas les appels de l'Élysée, c'est la facture. Vous avez vu que dans une quinzaine de piscines en France, vous avez une société délégataire de services publics, une société privée, qui a fermé brutalement une quinzaine de piscines parce que leur facture est passée de 150 000 € à 1 million d'euros. C'est pas plus 10%. Moi, ça fait des semaines que je dis que les chiffres officiels de l'inflation sont sous-évalués par rapport à la réalité. C'est fois 500%. Et elles n'ont pas le choix de le faire. Moi, la déclaration ne me choque pas. Je pense qu'elle est même nécessaire. Après, est-ce que c'était la bonne forme ? Est-ce que c'était le bon moment ? Bon, j'entends le côté infantilisant. La question peut se poser. Toujours est-il qu'à un moment, on va être confronté à une situation assez inédite du fait du contexte international et qu'il faut être en capacité d'y répondre. Ce que je regrette, c'est que ça vient pointer du doigt
le désengagement de la France sur le cap qui était fixé par la COP 21, les accords de Paris en 2015, et qui aurait pu nous permettre d'anticiper tout ça. La question de la pédagogie autour des économies d'énergie, la question de la réduction de notre empreinte carbone, la question de la transition écologique devait être au cœur de nos préoccupations. Ça n'a pas forcément été le cas, loin s'en faut. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation absolument inédite, et sur le plan climatique et sur le plan international, avec la situation absolument dramatique qu'on connaît sur l'est de notre pays. Et on se retrouve à être obligé d'avoir des discours comme cela. Finalement, on a l'impression d'être c'est lui qui est en train de sauver le climat. En décalage avec l'urgence climatique. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. On va arrêter sur ce sujet parce qu'on en a d'autres à traiter. Sophie, vous vouliez réagir sur la ministre de la Culture. Alors on va écouter ce qu'elle a dit hier. En réalité, pour moi, je ne fais pas cette distinction. Tout cela, c'est de la culture, c'est de l'ouverture à l'autre, de l'ouverture au monde. Et pour moi, voilà, toutes les musiques se valent, toutes les formes se valent, parce que vous savez que c'est un propos qui va être largement commenté. Oui. Chacun peut trouver son bonheur. Et voilà, moi, j'ai grandi aussi, j'ai grandi autant avec la musique classique qu'avec le hard rock. Qu'est-ce qui vous choque ? Alors, je suis très choquée parce que la ministre de la Culture est en train de reprendre finalement une petite musique d'Emmanuel Macron qui était « Toutes les cultures se valent ». Elle est en train de dire en plus que effectivement la musique se valent. Déjà, il avait dit toutes les cultures se valent. Il n'y a pas de culture française, avait-il dit. Et elle dit là que toutes les musiques se valent et que finalement le rap, en gros, c'est aussi bien que Mozart. Et je crois que ce type de discours, elle a le droit de penser ça, elle a le droit d'aimer le rap, on est tout à fait d'accord, etc. Mais il y a une espèce de racolage, de démagogie, qui consiste à dire aussi l'expression, qui est une question de supermarché. Tout le monde trouve son bonheur où il peut en écoutant de la musique. Non. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui... Mozart est infiniment supérieur à Booba. Par exemple. Elle le dirait, ça ne me choquerait pas outre mesure. Oui, hein. mais bon. Mais on ne l'a pas demandé de le dire non plus, mais on ne l'a pas demandé de dire le contraire. Je crois que... Vous, Sophie, vous pensez que Mozart est supérieur à Booba ? J'ai peur que oui. Je crois que y a un élitisme convenié absolument, c'est-à-dire que la qualité, la différence, tout doit être équivalent. Toutes les cultures sont équivalentes, tous les comportements sont équivalents. C'est la pub d'ailleurs, venez comme vous êtes. Il y a une espèce de nivellement qu'on veut par le bas, et puis cette espèce de façon aussi de dire tout le monde trouve son bonheur où il peut. Non, on a une culture formidable. Si vous mettez à commenter toutes les phrases un peu... c'est ce que nous venons de faire pour le président de la République. Hein, oui, mais bon, là c'est un petit peu... Là, non, moi ça me choque énormément. Je pense que la culture est... c'est le wokisme, c'est une forme de wokisme. C'est le wokisme. Actuellement, l'éducation nationale connaît un problème, une régression. Nous passons à la 25e place. On a enlevé beaucoup de culture classique des programmes. Je crois qu'on est en train de perdre un peu notre âme et qu'il faut relever le niveau. Oui, c'est vrai, voilà, on a La Fontaine, Molière, Racine, c'est vrai, on les a un peu mis au tiroir. On a des compositeurs classiques merveilleux. C'est vrai que la musique moderne est formidable, mais tout d'un coup, cette volonté de dire tout le monde trouve son bonheur où il peut, toutes les musiques se valent, m'a beaucoup choquée parce que c'est l'abandon d'une culture française, d'une culture. Non, la culture, pour d'ailleurs être efficace, doit élever les gens. Bon, vous êtes choqué ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, pas tellement non plus. Mais je ne voudrais pas passer pour un dangereux wokiste que je ne suis pas, mais... Moi non plus, cette phrase ne m'a pas plus choqué que ça. Moi, je suis pas confortable avec l'idée de vouloir définir ce qui serait de la culture et ce qui ne le serait pas. De la même manière que c'est compliqué de définir ce qui est de là ou ce qui ne l'est pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une chose. Qu'on considère qu'il y a des choses qui sont intimement liées à notre histoire, notre patrimoine, c'est vrai. Et d'autres qui le seraient un peu moins. Mais j'imagine qu'un rappeur américain n'est pas moins culturel qu'un grand compositeur français. C'est simplement où est-ce qu'on place le curseur, nous, État ou éducation nationale, puisque vous l'évoquiez, pour inculquer cela. Le curseur est de plus en plus bas. Moi je pense que dans toutes les cultures et dans toutes les musiques, vous avez Non, mais c'est important. Il y a de l'excellence et vous avez de la nullité. Mais vous avez des artistes de rap
qui sont de grands artistes, qui sont de grands poètes, qui sont qui font des compositions extraordinaires. Donc après, que chaque forme de musique exprime des valeurs différentes, ça c'est possible. Je pense qu'effectivement, il y a plus de violence, il y a plus dans certaines formes de musique, mais ça n'en est pas moins de la culture et l'expression. La Fontaine en son temps était une violence. Exactement. Bien sûr. N'importe quoi. Je pense que la culture, elle est évolutive et que depuis Mozart, il s'est passé quand même un certain nombre de choses. L'idée n'est pas de remettre la qualité. Mozart, mais bon. Oui, mais Mozart est toujours joué. Mozart ou d'autres. La question, en fait, on n'en sait rien. Voilà, peut-être qu'à l'époque, on ne pensait pas que Mozart serait joué dans 300 ans ou dans 800 ans. C'est ce que j'ai dit. Je pense que la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on aborde le prisme culturel. Ce qui est de l'art pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Ce que moi j'apprécie n'est peut-être pas pour vous. La culture, c'est pareil. Sans doute que vous et moi, on n'a pas tout à fait les mêmes playlists à la maison. Bon, maintenant, la question sous-jacente à ce que vous dites, c'est plutôt comment est-ce qu'on partage en fait cette culture-là, quelle vision on donne aux enfants via l'éducation nationale. Et je crois que là-dessus, globalement, il y a quand même dans les programmes une part de culture classique et puis une part de culture plus moderne. Et c'est tant mieux. Et si ça peut permettre, c'est par exemple le rap ou le hip-hop. Aujourd'hui, vous avez des instituts. Pourquoi cantonner la culture à l'art simplement, à la production artistique? La culture, c'est pas que ça. Non, mais le problème aussi, là où je rejoins Sophie, autant je pense qu'il y a de l'excellence dans toutes les cultures, et voilà. Ceci dit, la part de la culture classique, elle diminue quand même dans les enseignements. Elle diminue énormément. On n'enseigne plus Victor Hugo, on n'enseigne plus les grands classiques, et c'est quand même dommage. Mais c'est dommage. C'est un peu tout ce vaut. C'est notre histoire. Voilà, c'est tout donc, si vous voulez, moi je pense qu'il faut à la fois convenir qu'il y a de l'excellence et qu'il y a une tradition française pour ce qui est les Anglais ils lisent beaucoup Shakespeare. Donc nous on lit de moins en moins Molière. Juste d'ajouter quelque chose, je pense que le débat de fond, si je puis me permettre, en tout cas moi ce qui me préoccupe, je suis élue du 20e arrondissement, c'est plutôt la question de l'accès à la culture, notamment dans les quartiers populaires. La question de comment est-ce qu'on fait en sorte que les enfants s'éveillent à l'art, à la musique, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils aillent au théâtre, qu'ils fréquentent des musées. Là c'est une vraie préoccupation. Et la question de la littérature. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à Paris. Il y a beaucoup de moyens, oui c'est vrai, vous avez raison. Mais pour autant, mais pour autant c'est pas suffisant. Et puis c'est pas leur culture aussi. Et il y a le pass culturel, il y a le pass culturel de Macron. Petite pause et on va parler du char à voile, par exemple. À tout de suite. Sud Radio, 9h-10h, ça débat chez Expert. À tous. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Moi, je pense qu'il faut débattre. Nous débattons, oui. Moi, je pense qu'il faut débattre. Ce serait un bon titre également d'émission. Lamia, vous revenez sur la polémique après les propos de l'entraîneur du PSG et de la réaction de Kylian Mbappé. On va peut-être réécouter ces propos. Question, je vais dire, extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Et vous, sur le jet privé, monsieur Mbappé? Comment? Sur le jet privé, vous en pensez quoi? Oh, je pense rien. Merci. Voilà. Alors, Lamia Larage. Alors, moi, la question, c'est pas tant la polémique, je dirais, sur le fond. S'il avait répondu en disant, écoutez, il y a des contraintes techniques de déplacement sur des équipes de cette taille-là, avec les enjeux de sécurité qui sont les nôtres, avec les horaires auxquels on a l'habitude de jouer, parce que les matchs en France se font en soirée, avec toutes les contraintes et de sécurité et de technicité, etc. qu'on peut avoir, nous sommes en train de discuter avec SNCF, en l'occurrence c'est le cas puisqu'on l'a appris a posteriori, pour envisager des solutions sur certains types de déplacements.
Ça, je crois que tout le monde aurait été en capacité de l'entendre. Par contre, le petit ton méprisant qui a été celui de l'entraîneur de l'équipe, le rire qui a à côté qu'on ne comprend pas, alors que la question est totalement légitime. Aujourd'hui, il y a un sujet. La question, c'est pas de pointer du doigt leur mode de déplacement ou de dire que ce qu'ils font bout, c'est mal, mais plutôt de dire on a aujourd'hui un contexte qui, 1, celui de l'urgence climatique, 2, celui de la crise énergétique, 3, la question de la pédagogie et comment est-ce qu'on partage tout ça. Tout à l'heure, on évoquait le discours qui a été celui d'Emmanuel Macron. Je crois que quand on est un joueur comme Kylian Mbappé, quand on est entraîneur de l'équipe de foot du PSG, eh bien je pense que quand on a cette notoriété-là, répondre en expliquant qu'il y a des contraintes qui ne sont pas faciles à résoudre, mais qu'on va y travailler, qu'on va y réfléchir parce qu'on comprend le contexte, n'est pas tout à fait la même chose que de botter en touche sur un ton. Oui. Permettez-moi de finir. Sur un ton aussi méprisant et condescendant vis-à-vis de oui, on a regardé ce matin pour se déplacer en char à voile. Mais c'est sincèrement. J'adhère à cette discussion. Vous permettez que je finisse, Sophie, je trouve ça extrêmement méprisant. Je trouve ça extrêmement rédhibitoire aussi pour un certain nombre de personnes à qui on demande de faire des efforts. Les efforts, ils nous concernent tous. Mais je regrette cette réponse. Je pense qu'elle n'est pas à la hauteur. Ça montre la déconnexion aussi. On l'a évoqué ici. Bien sûr. Alors attends, Pierre qui est très sage va avoir la parole. Merci. Je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Lamia El Haraj. Effectivement, je pense qu'il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas attendre des joueurs du Paris Saint-Germain qu'ils aillent s'entasser dans un Ouigo et qui restent non, mais c'est pas ce qu'on leur propose. On leur propose, la SNCF propose de leur mettre des trains à disposition. Non, mais je dis pas. C'est pas le fond. Le problème n'est pas le fond. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec Lamia, c'est que c'est la façon dont la réponse est amenée. Je trouve effectivement ça manque un tout petit peu de pédagogie. Maintenant, il faut se méfier aussi de cette hypocrisie généralisée qui consiste à pointer du doigt, comme le disait Lamia, les uns et les autres en raison de leur comportement. On ne reproche pas ce reproche qu'on fait là aujourd'hui Paris Saint-Germain, on ne le fait pas aux ministres qui se déplacent pas, pardonnez-moi. Et aux autres clubs, et aux autres clubs de bien foot. Sûr. Et un certain qui se déplace en car, mais oui, mais enfin de façon ponctuelle. On reproche pas à Lady Gaga quand elle vient faire une tournée en Europe de pas aller s'entasser dans un Ouigo. Pardonnez-moi. Pourquoi est-ce qu'on va pointer, parce que c'est en ce moment c'est de bon ton d'aller critiquer les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont multimillionnaires et qui voyagent en jet. Ok, très bien. C'est un tout petit peu démago. Effectivement, je pense que la réponse est très mal emmenée, très mal amenée. Alain Krakovic a fait un coup de com'. C'est tout à son honneur d'interpeller le Paris Saint-Germain pour faire la promotion des TGV, il en avait parfaitement le droit. La réponse est un peu maladroite. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas attendre des joueurs du Paris Saint-Germain qu'ils aillent jouer au Parc des Princes en RER. Je veux juste compléter mon propos parce que par ailleurs, moi je remets pas, je sais pas pourquoi Kylian Mbappé réagit de cette façon-là. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a un comportement par ailleurs extrêmement éthique dans cet environnement-là, notamment sur son engagement vis-à-vis des clubs sportifs de jeunes, l'accompagnement qu'il propose vis-à-vis de sa ville d'origine. Donc moi je veux pas tomber dans cette polémique stérile. L'idée c'est plutôt de dire la réponse est extrêmement maladroite et totalement à côté de la plaque des enjeux. Mais qui exprime quelque chose. Moi je pense que tout simplement plus vous avez de pouvoir et plus vous avez de responsabilité et de devoir d'exemplarité, et que particulièrement dans le foot où il y a d'énormes problèmes de comportement dans le foot, il faut que les champions soient exemplaires. Et donc effectivement Kylian Mbappé avait fait un tollé lorsqu'il avait refusé de, je crois, boire du Coca-Cola, et ça avait été extraordinaire ce qu'il avait fait. Exactement. Et c'est vrai, de le voir se moquer comme ça, il faut qu'il prenne conscience, qu'il sorte un peu de leur bulle. C'était Ronaldo qui avait refusé de boire du Coca. Non, Mbappé, il a refusé, c'était son sponsor qui Voilà, excusez-moi, c'était Ronaldo. Et voilà, donc je pense que sur le climat, il faut qu'ils se rattrapent en donnant l'exemple à tous les autres. Surtout la veille du Qatar. Sophie boude parce que je l'ai punie. Je boude. Voilà. Alors d'abord, on va commencer à dire il a fait de l'humour. Qu'il ait été mauvais, c'est une chose. Il a cru faire de l'humour. Il a dit on va pas y aller en char à voile. C'est une blagounette. Il a fait de l'humour. Il a cru en faire. Bon, alors que ce soit malvenu, c'est une chose. Mais je n'en peux plus du politiquement correct qui consiste à analyser effectivement. C'est toujours méprisant. Alors on a le président est méprisant, lui il est méprisant, les autres écoutent pas. Ça commence à bien faire de décortiquer ce que les gens disent et de ramener ça en plus à des sujets fondamentaux. Vous avez tout à fait raison.
ce sont des sujets graves, mais on nous casse tellement les pieds toute la journée sur ce type de sujet que vous allez finir par avoir l'effet contraire. Il y en a marre. Donc il en avait marre. On lui a dit pourquoi et pourquoi. Il a dit bon, il est en char à voile. C'est juste une blague de supermarché. Non, mais oui, mais on n'est pas au supermarché. Non, on n'est pas au supermarché. On est au foot. Non, c'est la conférence de presse du PSG qui est regardée par des millions de gens, que des millions de gens suivent en fait et écoutent ce qu'il dit. Je comprends. Non, je suis désolée. Il y a un devoir d'exemplarité. Alors moi, pardon, mais ça me met très en colère. C'est inacceptable. Alors laissez finir Sophie. Je dis simplement, je comprends très bien qu'on soit en colère. Moi, personnellement, je n'attache pas non plus une importance inouïe aux conférences de presse de foot sur l'incidence sur la planète. J'ai pris ça comme c'était un propos malvenu, un propos où il a cru faire de l'humour. Tout le monde a ricané. Ce n'est que ça. Non, personne n'a ricané. Lui peut-être a ricané, mais personne d'autre n'a ricané en fait. Mais ça, moi, j'ai ricané un peu. C'est vrai que c'était une blague. Mais sur l'humour, je suis assez convaincu. Vous avez raison. Je suis assez convaincu. L'humour permet de dire beaucoup de choses et même de se moquer de tout. Donc je pense qu'il l'a mal fait, mais voilà, il avait le droit d'en rire aussi un petit peu. Mais autre question. Oui, mais dans ce cas-là, il se rattrape après. Il dit par contre, non, je plaisante. En fait, on est en discussion avec la SNCF, ce qu'il n'a pas fait. Mais ce qui est fou, c'est la place que ça occupe dans les médias. Oh là 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 là. On est en train de demander aux Français de baisser la température du chauffage. Il y a des gens qui vont pas pouvoir payer leur facture à la fin du mois. Potentiellement, on va aller vers une période où on va nous couper l'électricité. Et à côté de ça, vous avez. Non, mais je vous rassure, Emmanuel Macron va appeler M. Galtier, il va lui dire écoute, il faut que tu te rattrapes et que tu redonnes un exemple d'exemplarité. C'est prévu, Pierre. Non, moi, de façon plus large, aujourd'hui. Je suis toujours mal à l'aise avec les personnes ou cette société qui entend un peu dicter au monde sportif et aux sportifs des conduites et des comportements politiques. C'est-à-dire que on a eu ce débat-là sur les Jeux Olympiques ou sur la Coupe du Monde au Qatar, d'attendre des sportifs. Les sportifs, ils sont là pour faire du sport. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de faire de politique. Ils sont des influenceurs. À un moment, oui, très bien. Mais je veux dire, pour moi, on ne doit pas attendre d'un sportif qui s'engage et qui fasse de la politique. Je dis ça. Pourquoi est-ce qu'on va imposer à un sportif de boycotter tel Jeux Olympiques ou telle Coupe du Monde? Ça fait 4 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans qu'il s'entraîne pour ça. Je veux dire, on n'a pas à lui faire porter cette responsabilité-là. C'est une responsabilité collective qu'on a tous. Vous êtes libre de ne pas regarder, de ne pas consommer. Moi, ça m'arrive, le football me passe au-dessus de la tête, je ne consomme pas. Je veux dire, voilà, chacun dans son comportement peut avoir se fixer comme ça des objectifs un peu politiques, mais attendre des sportifs qu'ils le fassent, je trouve que c'est un peu fort de café. On en fait des influenceurs en plus. D'autant plus que... Parce qu'ils sont, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il faut regarder? Enfin, quand vous avez plusieurs millions d'euros qui vous sont donnés par Nike ou Adidas ou je ne sais qui, ça en donne d'ailleurs beaucoup trop, je pense. Sûrement, c'est ce que je disais. On s'indigne des salaires des chefs d'entreprise ou des super profits, mais pas de ceux des joueurs de foot. Bon, c'est un autre débat. L'a mis à l'arrache. Moi, ce que je voudrais juste réagir, parce que à force de considérer que dans la vie rien n'est politique, avec un grand P, pas politique, politicien. Tout est politique aujourd'hui. On en arrive à la situation où on est. C'est-à-dire que tout le monde se défausse de ses responsabilités et personne n'a à se préoccuper de quoi que ce soit. Mais je suis désolée, il y a aussi des combats communs pour nous permettre de faire société ensemble. En l'occurrence, la question de l'urgence climatique, la question du social, la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la question de la lutte contre la discrimination, la question de l'éducation, c'est des choses qui nous préoccupent toutes et tous à l'endroit où on est. Et si on considère qu'on ne profite pas à un moment de l'opportunité qui nous est donnée via les médias, via la tribune, via les sponsors, via la place qui est la nôtre et la notoriété dont on jouit. Et si on n'en profite pas pour faire passer des messages et pour contribuer à partager ensemble des messages qui nous permettent encore une fois de faire société ensemble, eh ben on en arrive à une société qui se délite complètement et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que plus personne ne prend position sur rien et de toute façon tout le monde s'en fout et on fait des blagues et c'est très drôle parce qu'on est au supermarché alors qu'on est en conférence de presse suivie par des millions de personnes. C'est vraiment dommage. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Simplement, je dis simplement une chose, c'est que lorsque la communauté footballistique internationale décide d'organiser une Coupe du Monde au Qatar, on n'a pas à demander un an avant l'échéance aux joueurs de boycotter ça. C'est la responsabilité elle incombe à ceux qui prennent cette décision-là et pas aux joueurs qui s'entraînent et qui n'ont pas eu leur mot à dire sur la désignation du lieu. Voilà. C'est en ça que je dis à un moment, foutons la paix au Qatar aux joueurs de foot qui ne sont pas les plus à peindre. Coupe du Monde évidemment, ça ne nous exempte pas de faire de la politique et d'avoir un minimum de prise de position et de se battre pour ses causes. Coupe du Monde au Qatar, où il va y avoir la plus grande gabegie
qu'il n'y a jamais eu en niveau environnemental. On aura l'occasion d'en parler. Climatisé à ciel ouvert. Mais c'est pas la responsabilité des joueurs de foot. On aura l'occasion. C'est l'occasion. Ils participent, oui. Oui, ils y participent, mais. Enfin, si vous avez une conscience. Mais au-delà de ça, combien de morts sur la construction des stades au Qatar? Pas loin de 10 000, je crois. Je crois qu'on a 6 700, 8 500, je me rappelle. Plus ceux qui n'ont pas été payés. Il y a un grand joueur de foot allemand qui a dit qu'il boycotterait le Qatar. Oui, mais c'est la responsabilité individuelle de chacun. On ne peut pas le demander et l'attendre des joueurs de foot. Et David Beckham qui fait la pub pour le Qatar. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. On continue de commenter l'actualité avec vous. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Les débats avec vous jusqu'à 10h et puis les médias avec Gilles Gansman tout de suite après. On n'a pas eu le coup de gueule de Pierre Licia. Bien, moi, mon coup de gueule, c'est, vous savez, hier, vous avez peut-être pas suivi, mais il y a eu une grève des ATSEM. Vous savez, les ATSEM, ce sont ces personnels, essentiellement des femmes, d'ailleurs 99% des femmes, qui, dans les écoles maternelles, dans les classes, assistent les maîtresses, consolent les enfants, les emmènent aux toilettes, surveillent la sieste, la cantine, etc. Ce sont des personnels qui sont essentiels au fonctionnement de l'école maternelle, non seulement au fonctionnement de l'école maternelle, mais qui sont essentiels dans le développement et la construction de nos enfants. Et j'ai appris à la faveur de cette grève, du coup, hier, que une ATSEM en début de carrière était payée 1 300 € net et en fin de carrière 1 800 € net. Je me dis quand on voit l'importance qu'ont ces personnels-là dans la vie des écoles et surtout dans la vie de nos enfants, je me dis que c'est quand même on vit dans un monde assez particulier. J'aimerais que ces personnes-là puissent être reconnues, rétribuées à hauteur de leur utilité auprès de nos enfants. Et c'est pas simplement que les ATSEM. Du coup, j'en profite aussi d'avoir, c'est un coup de gueule, mais c'est aussi un coup de cœur pour tous ces professionnels-là qui permettent d'avoir un service. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'élargis un peu le sujet. Et de la même manière, on a aussi parlé il y a quelques mois de la grande pauvreté de la petite enfance en France. C'est pareil. La petite enfance en France, vous confiez vos gamins à partir de 3 mois à des personnels qui ont certes beaucoup de bonne volonté, mais qui sont pas suffisamment formés, qui n'ont pas de perspective de carrière. Qui sont assez mal payés, et je me dis mais dans quel pays on confie comme ça l'avenir du pays, la nouvelle génération à des personnes qu'on ne rétribue pas suffisamment à hauteur de leur utilité. Donc moi c'est un coup de cœur pour ces ATSEM et un coup de gueule pour cette situation. C'est très intéressant comme réflexion parce qu'il y a 2 sujets là-dedans. Il y a le sujet des salaires en général et de la correspondance du salaire à la mission qu'on accomplit. C'est un vrai sujet. Ensuite de ça, il y a la compétence. Ça, c'est encore autre chose quand on dit qu'ils ne sont pas suffisamment formés, très bien. Et troisièmement, il y a le secteur privé et le secteur public. Et là, on parle majoritairement d'un secteur public qui sous-paye, que ce soit les profs, la santé, etc. Donc ça, c'est vraiment des sujets différents. La formation, c'est évident, il faut faire mieux, etc. Les salaires, même si je pense qu'ils sont insuffisants, il faut voir aussi qu'on ne calcule pas tout ce que nous offrons et ce que nous donnons gratuitement dans notre pays. On est un pays assisté, alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, et il y a tout est gratuit. La cantine, l'école. Attends. Vous gagnez 1 300 € par mois. Non, mais c'est très peu, c'est insuffisant. Vous logez à Paris. Vous êtes femme. Je suis d'accord. La cantine n'est pas gratuite. Ou homme, la cantine n'est pas gratuite. Pour certains, non, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Tu payes toujours en proportion de ton salaire. C'est en fonction de vos revenus, mais vous payez. Il y a eu des municipalités où c'était gratuit, mais peu importe. Je suis d'accord, c'est en proportion. Mais on a quand même une médecine complètement gratuite. Vous allez à la pharmacie, c'est pas gratuit, madame, ça s'appelle les cotisations sociales. Oui, mais si on additionnait la totalité de ce dont nous bénéficions en comparant la totalité de ce dont bénéficie plus le salaire à d'autres pays, c'est aussi autre chose. Donc on a décidé en France, dans le public, de payer beaucoup moins les gens et de continuer à donner des gratuités pour compenser les manques de salaire. Et je trouve ça très grave. Je pense qu'il faut avoir des salaires beaucoup plus élevés. Le reste à vivre. Le reste à vivre est insuffisant. Qu'est-ce que je te dis, on ne peut pas payer plus. Comment on fait? Comment on fait? Les gens n'y vont plus. Les gens n'y vont plus. Mais je suis d'accord. Les gens n'y vont plus. Il n'y a pas d'infirmière. Il n'y a pas d'aide de vie scolaire. L'État n'a pas les moyens de payer plus. On est ruiné. L'État est ruiné. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choix. Il y a des arbitrages. L'État peut faire des économies de façon très des économies. Les collectivités font de façon très démagogique. Je proposerais que sur les 24 milliards de recettes fiscales supplémentaires que l'État a générées avec l'effet de l'inflation
l'inflation et ce qui s'est passé ces derniers mois, 24 milliards qui consacrent la moitié à rembourser la dette de l'État et l'autre moitié à donner une prime aux 2 millions, ils sont à peu près 2 millions, entre les enseignants, les soignants, les AESH, les aides scolaires, une prime de rentrée de 1000 ou 2000 euros pour pouvoir tenter un petit peu de compenser des salaires aussi bas et donner un signe très fort de soutien à ces métiers essentiels. Oui, mais attends. On fait des économies, franchement. Il n'y a pas beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui ont promis des économies. Mais on est dans un pays où il y a une gabegie à tous les étages. Pardonnez-moi, mais des économies, c'est possible. Il faut supprimer des fonctionnaires dans plein de postes qui sont administratifs et inutiles. On dépense une fortune en contrôle administratif, etc. Et les économies, on les fait où? Dès qu'on touche à quelque chose, on vous dit c'est pas possible. Donc moi, je suis d'accord. Mais juste, je vous lire la réaction d'un auditeur qui dit en tant qu'ATSEM homme, je peux dire que le problème est lié avec la collectivité. On est recruté par les mairies embauchent en contrat précaire, des contrats avec 11 heures, 25 heures, c'est une honte. C'est quand même... Des ATSEM hommes, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, mais il y en a. Il n'y en a pas énormément. Pour le coup, là-dessus, il y a plusieurs choses. Déjà, je suis quand même extrêmement stupéfaite. À chaque fois, on parle d'économies à faire via des administrations, des fonctionnaires qui soi-disant ne servent à rien. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est une défaillance du service public. Enfin, à chaque fois, pardon, je me reprends. Que souvent, quand il y a des crises, c'est parce qu'il y a une défaillance du service public. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents recrutés, payés, formés. On a pris tout à l'heure l'exemple du nucléaire. On a pris tout à l'heure, j'ai parlé l'exemple de l'ONF. On a pris l'exemple de Météo France sur ce qui s'est passé en Corse. Sur la question du périscolaire, vous avez tout à fait raison de le souligner. Et notamment sur le secteur de la petite enfance. Aujourd'hui à Paris, qui est une des collectivités territoriales qui par ailleurs paye le mieux les agents du service public, nous n'arrivons pas à recruter suffisamment d'agents pour faire ces boulots-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de la précarité du statut, mais surtout la question de la rémunération qui n'est pas suffisamment attractive. Et ça, c'est une réalité. Moi, j'ai un certain nombre d'enfants dans mon arrondissement qui sont en situation de handicap, qui ont le droit de pouvoir aller à l'école et qui ne peuvent pas aujourd'hui faire leur rentrée parce qu'il n'y a pas d'AVS. Et là-dessus, nous avons demandé au gouvernement sur la précédente mandature, la CDIsation de ces agents, notamment les AESH qui aujourd'hui sont embauchés sur des CDD sans visibilité. 2, la revalorisation de leur salaire, notamment leur alignement sur le point d'indice des fonctionnaires, ce qui est largement insuffisant, il faut aussi le reconnaître. Et enfin, la question du reste à vivre, vous avez tout à fait raison, mais rien n'est gratuit en France, madame. Il y a une chose qui s'appelle l'impôt et il y a une chose qui s'appelle les cotisations sociales, qui sont prélevées sur votre salaire. C'est ce qui vient contribuer au pot de la solidarité nationale et derrière sur le salaire, permet de bénéficier de soins, permet de bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures. Ça s'appelle le service public. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est une question de vision. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Pardon, je finis juste. Il ne faut pas pointer du doigt de façon systématique ces personnes-là, parce que c'est des gens. Des gens, je parle pas de vous, je parle de façon générale. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas, il y a des enfants qui ne peuvent pas faire leur rentrée correctement, qui ne seront pas accompagnés de la bonne manière. Et que nous propose l'État pour reprendre votre exemple sur les services publics, sur la petite enfance, pour reprendre cet exemple-là, aujourd'hui, on dit, c'est pas grave, on va embaucher des gens sans formation, sans qualification. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi à l'école. On dit, c'est pas grave, t'as loupé le concours, mais viens, tu vas faire 4 ans de formation et tu vas aller former les citoyens. C'est quoi la solution? Il vaut mieux embaucher quelqu'un que personne. On paye de plus en plus d'impôts. La France, c'est le pays où on paye le plus d'impôts. On paye de plus en plus d'impôts et on a des services de qualité des services publics qui se dégradent. Donc, à un moment, il y a un problème. C'est pas sur le nombre d'agents, c'est pas l'argument un peu de Magot de dire oui, vous proposez de faire des économies, mais on peut pas supprimer les agents sur le terrain. Personne n'a jamais dit qu'il fallait moins d'infirmiers, moins de policiers, moins de pompiers, etc. Valérie Pécresse l'a dit pendant la campagne présidentielle. Elle a dit qu'il fallait réduire le nombre de fonctionnaires. Oui, on réduit. Mais les fonctionnaires, ça n'est pas que des agents en contact direct avec les administrés et sur le terrain. C'est pas que ça. Vous savez très bien que dans la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale, il y a des couches et des couches et des strates de doublons, de triplons, de quadruplons, dans tous les sens. On n'a jamais autant payé d'impôts. C'est pas forcément des suppressions de postes. C'est plutôt une nouvelle décentralisation avec la simplification. Quand vous fusionnez d'administration, quand vous simplifiez les procédures, vous supprimez des postes parce que
quand, Pierre, ça va mettre très longtemps de réduire ces charges. Mais les collectivités, ça va mettre des années. Regardez les régions qui sont des États dans l'État. Ça s'appelle la salaire faible. Regardez les régions qui sont des États dans l'État, les Hauts-de-France, plus les régions maintenant réunifiées, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est des régions qui ont chaque année des milliards d'euros de budget à gérer et qui font des millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros d'économies. C'est possible. Et pour autant, il n'y a pas moins d'effectifs dans les lycées, il n'y a pas moins d'effectifs dans les transports, etc. C'est-à-dire, avec un tout petit peu d'intelligence, on paye beaucoup d'impôts, on a des services qui se dégradent. Moi, je trouve que c'est une équation qui est pas normale. Absolument. Si je voulais vous taquiner, je vous parlerais du STIF à ce moment-là et du service public de transport sur la région Île-de-France. Eh ben, on peut en parler. Je suis pas sûr que ce soit le débat, mais on peut en parler. Si vous faites allusion à la dégradation de services liée à la pénurie de personnel, de chauffeurs de bus, malheureusement, c'est pas la responsabilité. C'est de la récurrence des horaires, c'est pas un choix d'investissement, c'est pas un choix d'infrastructure. Non, il faut le dire parce qu'il y a des auditeurs qui sont certainement en train d'attendre un bus pendant 20 minutes. Il faut le dire. Les opérateurs dans les transports publics dans toute la France peinent aujourd'hui à recruter. Il y a eu des vagues de démissions. Peinent aujourd'hui à recruter. Et c'est pas lié aux ordonnateurs, mais aux opérateurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à recruter. Donc les ordonnateurs n'ont absolument. Mais dans le monde entier, la politique, c'est fini. Investir dans une nouvelle ligne pour aller à Charles de Gaulle plutôt que d'investir dans l'entretien quotidien du RER A ou B emprunté par des millions de Franciliens. C'est pas un choix politique. Allez, on va pas faire ce débat. Vous savez qu'on est d'accord. Non, mais c'était bon, voilà. Merci, à tout de suite pour les médias.